de multiples façons, comme vous le savez tous, de parler du château. Et ce soir, naturellement, je ne pourrais aborder ces questions que sous un angle plus particulier, mais je voudrais évoquer, puisque je crois que c'est le premier cours dans ce cycle qui touche à ce domaine, évoquer la dimension juridique du château, qui n'est pas sans importance pour notre sujet, puisqu'il faut obtenir le droit de fortifier, si l'on veut fortifier, et qu'à la fin de la période qui va nous occuper, à la fin du XVIIIe siècle, on voit se bâtir sur des terres non nobles des maisons que l'on appelle déjà, ou que l'on va appeler au début du XIXe siècle, des châteaux. On peut l'aborder aussi sous l'angle des familiales, en quelque sorte, l'histoire des familles qui ont occupé ces châteaux, et trop souvent, au goût de l'historien de l'architecture que je suis, l'histoire des châteaux se réduit un peu trop à cet aspect. C'est en même temps, cependant, la clé pour comprendre, d'une part, comment tel homme a voulu bâtir, et donc la voie d'accès à une histoire sociale du château, noble d'épée, noble de robe, financier, et je me suis attaché, vous le verrez, je ne le commenterai pas naturellement, à indiquer pour qui on a bâti les châteaux dont vous verrez défiler les images ce soir. Et vous noterez sans doute au passage que ce sont très souvent des financiers, et des financiers proches du roi, qui ont bâti les châteaux les plus novateurs, en tout cas ceux qui, pour les historiens de l'architecture, apparaissent comme quelques-unes des étapes importantes de l'évolution de ce château français. On peut aussi aborder le château comme centre d'un domaine agricole, d'un territoire, comme pôle d'un territoire, et c'est sur ce terrain-là que les avancées et le renouvellement a été le plus important depuis une vingtaine d'années, notamment l'Inventaire a publié des études fondamentales sur les châteaux de Sologne, par exemple, ou sur le manoir en Bretagne, ou plus modestement, vous en verrez une évocation brève ce soir, dans le Chinonnais, car le château, c'est tout d'abord l'occupation du territoire, l'occupation du royaume, le contrôle du royaume, et c'est le centre d'un domaine agricole. Mais c'est aussi un parti architectural, et ce soir, c'est sous cet angle, propre à l'histoire de l'architecture, que je voudrais aborder l'histoire de ces châteaux, et je crois que le titre de cette conférence parle d'elle-même, du château fort à la maison de Plaisance. Dans les années 30, déjà, Louis Hautecoeur avait souligné avec beaucoup de force, dans un article, puis dans une conférence à Amsterdam en 1934, à quel point l'évolution du château était instructive, à quel point elle permettait, en quelque sorte, était un témoin exemplaire de l'évolution de l'architecture française. L'évolution du château est très instructive, écrit-il. Au XIe et au XIIe siècle, il se réduit à un donjon entouré de courtines, et je vous fais une sorte d'histoire en accéléré de ce que je ne dirai pas ce soir. Au XIIIe siècle, l'habitation se développe, mais demeure incluse dans le donjon ou derrière les courtines, et je suis toujours Louis Hautecoeur. Au XIVe et au XVe siècle, le château devient une habitation fortifiée, il ouvre des fenêtres sur le dehors, établit derrière les créneaux des galeries, qui servent aussi bien de poste aux guetteurs que de promenoir aux seigneurs. Lorsqu'après la guerre de Cent Ans, et nous commencerons là ce soir, la sécurité devient plus grande, le château se transforme peu à peu en un séjour de plaisance, il s'annexe les jardins qui jadis s'étendaient hors des murailles, et je n'aurai sans doute pas trop le temps d'aborder ce terrain qui a été magnifiquement traité par Jean Guillaume dans deux articles il y a quelques années. Le souvenir des fortifications disparaît lentement, nous évoquerons ce point, mais au XVIe siècle, le château conserve ses tours, ses douves, sa fausse braie. Mais bientôt, et c'est là notre sujet de ce soir, le château conserve, les tours se transforment en pavillons, les douves ne sont plus qu'allégoriques, un du côté du quadrilatère s'ouvre pour accueillir le visiteur et donner à la cour son fastueux caractère. Puis les ailes se raccourcissent, et au XVIIIe siècle finissent par disparaître. Le château n'est plus qu'une longue maison
gardant de son passé les pavillons extrêmes. Page magnifique qui résume parfaitement, effectivement, cette évolution typologique que l'on peut retracer à l'aide d'une série d'exemples, comme nous le ferons. Mais je voudrais aller naturellement, ce texte a été écrit il y a plus de 70 ans, aller un peu au-delà, et nous mesurons mieux aujourd'hui l'extrême variété de ces châteaux, qui ne sont pas tous en quadrilatère, qui peuvent être en plan massé. Nous mesurons mieux aussi qu'à côté du château fossoyé, la maison plate, sans fossé, est aussi une source de la maison de plaisance moderne. Et cette maison plate, sans fossé, on la trouve dès le XVe et peut-être dès le XIVe siècle. Et donc, c'est ce double mouvement que je voudrais suivre avec vous ce soir. Et je crois que les images de titre illustrent en accéléré cette évolution. Le château refermé sur lui-même à la fin du XIVe, qui n'en est pas moins un lieu de plaisance et de grand luxe, même lorsque ce ne sont pas des magnifiques lucarnes et des constructions qui s'établissent en haut des tours. Vous voyez bien que c'est un lieu de plaisir et de délectation, le centre d'un domaine pour le plaisir des nobles et des dames qui y habitent. Mais ce domaine s'ouvre sur ses jardins, comme le montre cette vue de Vaux, qui garde cependant des douves, qui garde le souvenir des tours qui marquent les angles de la plateforme, et c'est dans une évolution ultime que j'illustre par un petit château très modeste du canton de Chinon, mais tout à fait typique précisément de ce caractère ordinaire de ces maisons de plaisance de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le château ouvre sur son jardin en se dégageant de tout et ressemble à une sorte d'hôtel particulier à la campagne. Ce renouvellement du château, il s'opère quelquefois, si je puis dire, à proximité immédiate. La maison royale de Saint-Germain-en-Laye, que l'on rebâtit, ou plutôt à côté du vieux château, on bâtit un château neuf au rebord de la falaise qui descend vers la Seine, qui s'ouvre par ces très longues galeries de part et d'autre de ce pavillon, qui est un château royal bâti pour Henri II et dont, vous le savez sans doute, Henri IV a fait ce splendide palais qui servira si longtemps avec ses jardins descendant en terrasse jusqu'à la Seine à la fin, au début du XVIIe siècle. Mais le château aussi se renouvelle sur place. Le château de Missery, par exemple, qui présente tous les caractères traditionnels du château, les douves larges, le château bâti en quadrilatère, cantonné de tours, le corps de logis principal au fond de la cour, auquel on accède par une poterne fortifiée avec son pont-levis qui l'isole, des bâtiments secondaires et peut-être une galerie en retour vers la tour. Sur le côté, la chapelle du village, le village et un grand jardin établi visiblement dans la seconde moitié du XVIe siècle. Ce château de Missery, il est difficile de le reconnaître parce que le peintre a déformé les proportions telles qu'on le voit aujourd'hui, après sa transformation, sa reconstruction partielle par un parlementaire dijonnais. La cour est devenue une pelouse de gravier, peut-être effet d'aménagement plutôt des années 1930 que des aménagements du XVIIIe siècle, mais dès le XVIIIe siècle, on parle de cours vertes dans les cours de châteaux, vous en verrez des exemples tout à l'heure, et on a conservé les tours d'angle, mais un corps neuf, une maison de plaisance, s'est posée sur ce site seigneurial fortifié. En 1606, Jean Nicot, dans son Trésor de la langue française, écrit « château, castrum », rappelant l'étymologie militaire, camp militaire du mot château, petit camp, est proprement appelé ainsi celui qui a fermeture de tour et donjon au milieu et ceinture de fossé. Autrement, est appelé maison plate.
Antoine Furetière, dans son dictionnaire universel de 1690, enregistre le nouveau sens déjà, château, place fortifiée par art et par nature, forteresse, espèce de citadelle, le château de Namur, le château commande la ville. Mais il dit, château se dit aussi simplement de la maison d'un seigneur, du lieu principal du fief où l'on vient lui rendre hommage. Il est d'ordinaire avec tourelle, fossé et pont-levis. On appelle aussi château une maison sans défense où les fossés ne servent que d'ornement. On le dit principalement des maisons royales, encore autre sens, et nous verrons que ces maisons royales n'en parleront guère ce soir, car elles sont protégées, si je puis dire, très tôt, dès la fin de la guerre de Cent Ans, par l'armée du roi, n'ont plus besoin d'être protégés par autre chose, et donc sont des châteaux, si je puis dire, par excellence, les premiers à sortir, en quelque sorte, de l'étymologie par la personne, en quelque sorte, du roi. Château se dit aussi d'une maison de campagne bâtie magnifiquement. Et le dictionnaire des termes d'architecture de Davillers, un an plus tard, résume en quelque sorte, de façon plus brève, ce que Furetière avait développé. Château, c'est une maison royale et seigneuriale bâtie en manière de forteresse avec fossé et pont-levis. On appelle aussi château une maison de plaisance. Et en quelque sorte, ce soir, je commenterai ce aussi. Comment a-t-on pu passer d'un sens à l'autre? Tout d'abord, il est important de se rappeler que la première difficulté, c'est le nombre des châteaux en France. 20 000, 30 000, peut-être plus, naturellement, si on compte tous ceux qui se sont succédés au même lieu. C'est le canton de Chinon, une carte établie par l'inventaire, qui montre cette concentration. Et vous le voyez, un de ces manoirs du roi René, c'est en fait un château royal, mais qui se présente comme une maison plate, autour d'une cour très simple. Et dans la même commune, pas sur le même lieu, dans la même commune, se bâtit au XVIIIe siècle le château que je vous avais montré en frontispice. Au milieu, Chinon, la forteresse dominant la ville, et à côté, un hôtel, un château du XVe siècle, Beaumont en Véron, qui est sans doute déjà un peu transformé, mais que l'on voit sur sa plateforme, ici, à Lernay, les châteaux de Chavigny, le château rebâti au XVIIe siècle à l'emplacement d'un château du XVe siècle, modernisé au XVIe par la construction d'une galerie et rebâti, sauf la galerie surélevée, au XVIIe. Le château, donc, se modernise et se transforme, si je puis dire, en château de plaisance sur place. Et dans les années de 1840, le château ruiné reste en contrebas et on bâtit un nouveau château, dans le sens XIXe siècle, de grosses maisons de plaisance, sur la colline où habitent les propriétaires du domaine de Chavigny. Aujourd'hui encore. Chaque château a une histoire singulière et il faut absolument vérifier cette histoire si l'on veut pouvoir le classer dans cette évolution. Alors quelquefois c'est très facile, comme ici. On comprend bien que cette plateforme était cantonnée de tours à voir les vestiges qui subsistent aux angles et qu'il s'agissait sans doute d'une plateforme close, complètement fortifiée, refermée sur elle-même. Mais ici, nous sommes au début du XVIIe siècle, on a l'impression déjà d'un château de plaisance ouvert sur l'extérieur. Mais si on regarde de façon un peu plus large, on voit un donjon sur l'avant de la plateforme et une étude conduite par une étudiante de Tours a permis d'établir qu'il faut rétablir autour du château neuf toutes sortes de constructions secondaires qui
referme la plateforme sur elle-même. Et donc ce n'est en quelque sorte que par erreur, pendant longtemps, qu'on a considéré Saint-Loup-sur-Thouet comme un des premiers exemples d'un château dégagé de ses appartenances, de ses bâtiments secondaires, pour regarder de tous côtés le paysage. Et c'est effectivement aujourd'hui ainsi qu'il se présente sur le cadastre actuel. Le château est dégagé, subsiste le donjon, un tout petit morceau des grands corps secondaires qui existaient autour de la cour. Les images qui peuvent être fidèles et nous renseigner, par exemple le corpus magnifique des livres d'architecture de Ducerceau, qui nous donne quelquefois, qui garde quelquefois témoignage de bâtiments construits selon leur dessin, et ici on reconnaît le plan du château de Vitteville, mais qui d'autres fois donnent des modèles idéaux qui sont en même temps, malgré tout, un témoignage de la manière de concevoir le château, qui peut être, vous le voyez, une maison très modeste. Et ce livre s'adresse aux gentilshommes qui veulent bâtir au champ. Ce n'est pas pour des fermiers ou pour des bourgeois. Il s'adresse aux gentilshommes qui veulent bâtir au champ. Et vous voyez que donc on a une gamme assez large qu'il faut pouvoir intégrer dans cette histoire. Et ce ne sont pas forcément les gravures les plus séduisantes qui sont les plus utiles pour comprendre l'histoire des châteaux. Ces deux gravures de Sylvestre nous font apparaître le château de Blérancourt, qui subsiste seulement très partiellement, et précisément, ces gravures nous donnent à voir le corps de logis principal qui a été détruit presque complètement et a fait disparaître ce qui subsiste du château, c'est-à-dire les deux pavillons détachés en avant. Sylvestre s'est trompé, il a placé les pavillons détachés en avant ici, comme vous les voyez, il les a placés à l'arrière, sur l'arrière de la plateforme. Donc, si l'on veut faire cette histoire du château, de son évolution, il faut restituer l'état primitif de ces châteaux, il faut aussi critiquer, tout en s'appuyant sur les documents graphiques qui nous sont parvenus. J'exclurai, je vous l'ai dit ce soir, les châteaux royaux, parce que, si je puis dire, même lorsqu'ils ont des fossés, ce sont des fossés, si je puis dire, de plaisir, et l'on voit bien ici, autour de Chambord, ce fossé qui n'a jamais été creusé tel quel, puisqu'on voulait faire venir la Loire autour du château, mais des petites échauguettes ici, qui sont des balcons, en fait, sur les douves, qui anticipent celles du Pont-Neuf. Et le château de Madrid, si je puis dire, le Chambord de la région parisienne, lorsque François Ier quitte la vallée de la Loire et s'installe à Paris, il fait bâtir ce magnifique château, qui est une maison plate, sans fossé, et qui s'ouvre, comme vous le voyez, très largement par ses baies. Donc, si je puis dire, le château fort est devenu une maison de plaisance sous les rois déjà au début du XVIe siècle. Donc, je regarderai plutôt un autre aspect, et encore un autre exemple, de cette ouverture des châteaux royaux sur les jardins, Charleval, qui n'a jamais été conduit à son terme pour Charles IX, qui est entouré et pénétré par des jardins. Il est clair qu'on est là loin d'un château fort, que c'est une sorte de palais à la campagne qui anticipe, si l'on peut dire, ce que sera le Versailles de Louis XIV, du point de vue, si je puis dire, du rapport entre le bâti et les dehors. Ces dessins que vous voyez défiler sont empruntés aux manuscrits des plus excellents bâtiments de France, conservés au British Museum, et qui, évidemment, sont une source inestimable sur ces châteaux royaux et quelques châteaux privés, comme nous verrons. Le premier point, je l'évoquerai malgré tout très, très brièvement, puisqu'on dit du château fort, le château est-il encore fort après la guerre de 100 ans ? Les châteaux royaux n'ont plus besoin d'être fortifiés, l'armée royale y suffit, les gendarmes du roi y suffisent, et Louis XI, qui a si peur de se faire assassiner, se réfugie dans son château de Plessis-les-Tours, qui est une sorte de manoir à la campagne, fossoyé, mais essentiellement gardé par ses soldats. Cependant, je crois que le dernier château qui fonctionne comme vraie forteresse est le château de Saint-Fargeau, en Bourgogne.
pour Antoine de Chabannes, un militaire, château qui est modernisé par François Levaux, comme vous le voyez, pour la Grande Mademoiselle, qui s'y réfugie pendant la Fronde, non par hasard. Elle est très contente de trouver ce château fort, son serviteur qui part en éclaireur, quand elle quitte Paris à l'automne 1652, quand elle arrive aux abords de ce château où elle s'est exilée, où elle s'exile, son serviteur lui dit, elle dit dans sa correspondance, « La guérinière me dit que ma maison était bonne et forte », et vous voyez qu'elle emploie le terme de maison, pas château, maison, mais pourtant c'est un vrai château fort, hein, que ma maison était bonne et forte, que l'on ne pourrait point m'y surprendre, et que s'il entrait des gens par une porte, je pourrais me sauver par l'autre. Cela me plut fort. Et vous voyez qu'en fait, elle sait bien que ce qui est le plus important au milieu du XVIIe siècle maintenant, ce n'est même plus les tours, si fortes soient-elles, c'est la présence de deux sorties, c'est l'entrée principale, et il y a une petite sortie là, par-dessus les douves, et donc si l'on s'avance devant le château, eh bien, sans que personne ne le voie, on sort par l'arrière, et comme c'est un château pentagonal, avant qu'on en ait fait le tour, la Grande Mademoiselle aurait pu s'échapper. Mais vous voyez bien la puissance, l'épaisseur de ces tours qui enveloppent un château fort du XIIe siècle, qui est ensuite rénové par la Grande Mademoiselle, par la construction de ces grands bâtiments que vous avez vus. Dernier, donc, château fort privé. Voilà le plan que les archéologues ont pu restituer. M. Corvisier et Nicolas Fauchère, que vous avez entendu il n'y a pas si longtemps, car l'autre exemple que l'on pourrait citer n'est plus vraiment un château. Il est d'ailleurs légendé, plan de la citadelle. C'est la citadelle de Belle-Île que Nicolas Fouquet, surintendant des finances, fait bâtir pour des raisons ambiguës, garder l'entrée de ce port où il veut en fait faire du commerce vers les îles et vers l'Orient, et donc c'est plutôt effectivement une citadelle protégeant l'entrée d'un port, mais une phrase ambiguë de sa correspondance, saisie par le roi, a voulu faire croire que c'était effectivement une place où il pourrait se retirer s'il était disgracié. Et c'est une des raisons de sa chute. Naturellement, les maisons seigneuriales ordinaires sont défendues beaucoup plus modestement contre les coups de main, contre les voleurs. Personne ne songe à résister à l'armée royale. Le dernier grand château pris par l'armée royale, c'est pendant la Fronde, c'est la place de Saint-Amand-Montrond, fortifiée par Condé, mais d'une certaine manière, c'est là encore une citadelle. À Fougères, sur Bièvre, il y a une coquille, ce château obtient le droit de rétablir les fortifications et vous voyez d'être fortifié, et vous voyez ici donc protégeant l'entrée de cette place, la petite meurtrière qui permet de tirer sur les survenants. Mais quelquefois, on ne se soucie même plus de cela. À Annay, les canons que l'on voit sur la poterne d'entrée dans la basse-cour sont des canons pour rire, en pierre, et donc un trait d'humour de Delorme, que l'on retrouve encore d'ailleurs au château de Maison Laffitte, où vous verrez que les gargouilles sont traitées comme des canons, sont sculptées comme des canons. Naturellement, les guerres de religion ont entraîné une refortification modeste d'un certain nombre de châteaux qui s'entourent de douves et quelquefois de bastions, de terre comme ici, ou de pierre appareillée, comme dans ce modèle de Ducerceau, et Ducerceau qui publie son livre d'architecture pour les champs en 1582, est particulièrement naturellement sensible à cette dimension. Il y a beaucoup de châteaux qui présentent ces éléments
de légères fortifications contre les bandes qui parcourent le pays, bandes catholiques ou bandes protestantes. Et en même temps, on voit aussi ce détournement de l'élément fortifié, vraie fortification qui devient très vite une fausse fortification. À l'angle, vous avez des casemates, vraie fortification. Au château de Richelieu, à la même place, on trouvera des latrines. Mais restons dans le cadre des années 1580, le château de Witteville, dont vous avez le plan, une vue générale, vous montre exactement le même type de casemate que donne Ducerceau dans son livre de 1582. Ce n'est pas un hasard, puisqu'il est assez vraisemblable que Ducerceau ou son fils ait donné les plans du château de Witteville. Mais ici, dans cet autre modèle, qui n'est pas sans rappeler par son parti général le château de Tanlay en Bourgogne, toujours de Ducerceau dans son livre d'architecture pour les champs, donc un château fossoyé, refermé autour de sa cour, mais vous voyez que la poterne d'entrée est traitée comme un arc de triomphe, et ce qui monte au-dessus de la plateforme bastionnée avec son cordon, c'est simplement des petits arbustes, une haie d'épineux sans doute, qui protège la promenade autour du château. Et ici, de manière encore plus, si je pourrais dire, amusante, la casemate sert de pavillon d'angle entre des tonnelles qui courent autour de la plateforme de ce château dont les angles, vous le voyez, sont traités comme des bastions à oreillons, comme la forme la plus avancée de la fortification du XVIe siècle. Et ici, elle peut fonctionner effectivement comme un véritable bastion. Vous voyez la place des gardes et le terre-plein sur lequel on peut installer des canons si on voulait défendre cette place, qui n'en reste pas moins, qui n'en est pas moins pour autant, donc château fort sans doute, mais aussi maison de plaisance, avec ses jardins, ses galeries, ses loggias et ses tonnelles. Donc le château fort est déjà, si je puis dire, envahi de l'intérieur par la plaisance. Plaisance, plaisir de se promener autour du château, plaisir de se promener non seulement autour du château, mais sous une tonnelle. Et l'on voit toutes sortes de châteaux plus anciens, fortifiés, qui vont se doter de fausses braies sur lesquelles on va planter des rosiers, comme en témoigne par exemple Guénières au château du Plessis-Bourré que nous verrons tout à l'heure. Les fossés deviennent gazonnés et on y fait courir des faisans. Il n'y a plus les faisans de l'époque, mais toutes sortes de témoignages nous évoquent cette fonction de promenade des fossés. Et au château de Pont-sur-Seine, les fossés, nous sommes ici au rez-de-fossé, comme l'indique la légende ici. Vous voyez que le sous-sol s'ouvre sur les fossés, forme une sorte de grande salle fraîche, une salle à manger fraîche au niveau des fossés. Donc, il est clair qu'il y a un détournement de la fonction militaire, là où on attendrait une sorte de salle des gardes, c'est une grande salle de fête à la manière italienne qui est proposée par l'architecte au milieu du XVIIIe siècle. Les châteaux commencent à n'être plus dans leur fonction fortifiée que soit effectivement des résidences que l'on abandonne, que l'on laisse à son concierge, au sens primitif du terme, à un intendant qui s'y installe, qui est démeublé et où on ne vient que très rarement, quand on est exilé, par exemple, comme la Grande Mademoiselle, qui se rend à Saint-Fargeau, ou, si je puis dire, comme une silhouette
dans le paysage, comme en témoigne par exemple cette gravure de Claude Châtillon du début du XVIIe siècle, auquel fait écho une page de La Fontaine qui, se rendant de Paris à Limoges, où son oncle a été limogé, si je puis dire, exilé, passe sur la route d'Orléans en contrebas de Montlhéry et se désole que le cocher ne veuille pas s'arrêter, pressé qu'il est de gagner la ville des Temples, la première étape, et qui n'ait pas le temps de visiter cette belle ruine dont son oncle lui raconte l'histoire. Donc, il est clair que ces maisons fortes ne sont plus déjà fortes, mais elles gardent la structure, le parti architectural primitif, ce quadrilatère entouré de douves, bordé de bâtiments, qui regardent davantage la cour que l'extérieur. Et c'est ce renversement que je voudrais suivre avec vous, en illustrant donc, si je puis dire, la vulgate de l'histoire du château, que Louis Hautecoeur exposait magnifiquement dans les pages que je vous ai lues en introduction, et qui a été développée de façon non moins magistrale en 1962 par François Géblin dans son livre « Sur le château en France ». Voilà une image qui illustre, je crois, assez bien ce qu'est le château dans sa forme primitive, encore à l'extrême fin du XVe siècle, après la guerre de Cent Ans. Un bâtiment noble, refermé autour de lui-même, même s'il s'agit en l'occurrence de quelqu'un qui est un financier, c'est un financier Pierre de Refuge, proche du roi, dans les environs d'Orléans et de Blois, un bâtiment refermé sur lui-même, mais dont le propriétaire, qui possédait une ferme à cet endroit, parce qu'il est anobli par le roi, obtient l'autorisation de rétablir Fougères en château fort. Mais derrière, la cour nous montre déjà tout autre chose, des galeries, encore gothiques dans leur forme, en anse de panier, quelques ornements première Renaissance, les baies de la tour d'escalier, une chapelle, en tout cas des bâtiments beaucoup plus bas qui s'ouvrent sur l'extérieur, mais qu'on ne voit pas, si je puis dire, quand on entre dans le village. On est confronté d'abord à ces très hautes tours qui donnent en quelque sorte la noblesse forte au lieu. Des châteaux plus importants font la même opération. Le château de Chantilly, comme vous le voyez, avec cette forteresse triangulaire irrégulière de la fin du XIVe siècle, très peu ouverte sur l'extérieur. Vous voyez cette paroi ici presque sans ouverture. De grandes fenêtres cependant ouvrent là sur le paysage, mais on a évidemment les premières fenêtres sont très hautes par rapport au fossé. C'est un vrai château fort du XIVe siècle qui est modernisé, comme vous le voyez dans cet autre dessin de Jacques Androuet du Cerceau, qui montre les travaux opérés par Anne de Montmorency dans ce château familial, une galerie avec des arcades, un décor de grand luxe, des lucarnes sculptées, bref, tout l'apparat d'une construction de plaisance, même si elle est cachée derrière cette enveloppe fortifiée si impressionnante et qui séduit visiblement encore la génération de Ducerceau, c'est-à-dire la génération des gens qui ont 20 ans à peu près en 1540, la génération de la seconde Renaissance, puisque Jacques-André Ducerceau inclut dans son volume des plus excellents bâtiments de France le château de Vincennes, mais aussi le château de Coucy, et le château de Creil et le château de Chantilly.
Simplement, le château de Chantilly est celui qui a été le plus rénové par ces constructions modernes, de grand luxe, qui renoue, si je puis dire, avec ce mélange entre la puissance des murailles et le luxe des habitations, des logis qui s'y installent, comme on le voyait, comme on le voit, dans les châteaux du duc de Berry. L'ouverture du château sur l'extérieur s'opère aussi naturellement. Plutôt, l'ouverture du château ne s'opère pas simplement vers la cour, il s'opère aussi vers l'extérieur. Et ceci par corps de bâtiment. Pendant longtemps, je pensais qu'on pouvait dire que les châteaux royaux étaient principalement renouvelés corps de bâtiment par corps de bâtiment. Il suffit de voir l'histoire de Blois, l'histoire d'Amboise, l'histoire de Fontainebleau naturellement, l'histoire du Louvre, etc. En fait, beaucoup de châteaux, et peut-être la plupart des châteaux qui ont existé dans le royaume de France, se sont renouvelés sur place, corps de bâtiment après corps de bâtiment. Nous en avons évidemment une conscience moins aiguë parce qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire l'histoire singulière de chacun de ces châteaux pour percevoir ce mouvement, qui s'inscrit naturellement dans un mouvement général, qui éclate, qui est beaucoup plus apparent lorsqu'on bâtit un château neuf et que l'on tire en quelque sorte les leçons de toutes les modernisations particulières, partie par partie, pour aboutir à une synthèse, à un parti architectural nouveau. Mais ici, vous voyez comment cette forteresse, qui n'est pas sans ressembler à Chantilly, de La Rochefoucauld, ou encore à une forteresse plus récente, celle de Chaumont, qui rebâtit après la guerre de Cent Ans, avec l'autorisation du roi, et dont l'ouverture se fait essentiellement sur la cour, eh bien, le château de La Rochefoucauld est modernisé par la construction d'un premier corps qui s'ouvre par ses grandes fenêtres, puis par un autre corps en retour, et par les magnifiques galeries qui s'ouvrent sur la cour. Mais un certain nombre de châteaux neufs, et c'est sans doute parce que précisément ce sont des hommes neufs qui montent avec l'appui du roi au premier rang, que c'est les châteaux de ces hommes neufs qui présentent les innovations les plus grandes. François Gébelin a été le premier à pointer, parmi la multitude des châteaux rebâtis en France après la guerre de Cent Ans, le château du Plessis-Bourré comme, si je puis dire, le premier maillon de cette chaîne par lequel le château fort, lorsqu'il est bâti de neuf, à nouveau, va peu à peu s'ouvrir sur l'extérieur pour se transformer en maison de plaisance. Château bâti par un ministre de Louis XI, tout puissant, très riche. La construction est suivie sur place par son épouse, comme souvent. Il est aux affaires. C'est Madame Jean Bourré, si je puis dire, qui conduit le chantier, qui est bâti très rapidement, même si on distingue des étapes successives et précisément une série de remords. On ajoute une grande salle de fête, on ajoute une galerie, mais malgré tout, l'ensemble forme quelque chose de très homogène, où l'on voit pour la première fois se mettre en place cette typologie, la typologie du futur château de plaisance moderne, le corps principal au fond de la cour, sur la plateforme cantonnée de tours, plus haut que les corps de bâtiments en retour, parallèles, qui viennent rejoindre le corps d'entrée, plus bas lui aussi, dont l'entrée est gardée par une poterne. On voit naturellement encore le côté fort de cette construction. Il s'agit d'un château dans lequel il s'agit effectivement de pouvoir se réfugier, se défendre, non pas contre le roi, mais contre d'autres, avec ses douves très larges,
avec sa poterne ici, avec sa tour maîtresse, qui est reliée par un petit passage haut que l'on peut faire sauter, comme à Chaumont. Et donc, il s'agit de quelque chose qui est de plaisance et en même temps qui est plus fortifié, si je puis dire, qu'il n'en a l'air. Car la tour forte fonctionne réellement comme tour de défense. La poterne fonctionne de façon plus modeste, naturellement, comme défense de l'entrée, avec des tirs flanquants de part et d'autre, mais les ailes, l'entrée, sont plus basses que le corps de logis, cantonné par ces deux escaliers, le grand escalier à droite, le petit escalier au bout des appartements de Jean Bourré et de son épouse qui se superposent dans le corps de logis. En retour, une galerie, qui est un promenoir à couvert au-dessus de la galerie ouverte du rez-de-chaussée, qui conduit à l'oratoire, ouvrant sur la chapelle, placée dans l'angle, et de l'autre côté, la grande salle de fête, que vous voyez ici, et des logements secondaires, ainsi que dans l'entrée. La ferme du château est de l'autre côté, sur le côté, autour, le paysage n'est pas traité, naturellement, mais il y a déjà un premier mouvement, une première impulsion, et François Gébelin a bien vu, et aujourd'hui encore, je crois qu'on peut reconnaître dans ce château le point de départ de cette évolution linéaire qui n'est, c'est ce que je veux vous montrer ce soir, pas la seule, mais qui est évidemment exemplaire, parce qu'elle témoigne d'une réflexion continue des architectes, anonymes ou connus, sur ce thème. On a dans la tête ce prototype et on va le modifier, l'adapter, le changer peu à peu, touche après touche, jusqu'à aboutir au château de Plaisance du début du XVIIIe siècle. Là, nous avons une image levée au début du XVIIIe siècle ou à l'extrême fin du XVIIe pour Roger de Guénière, qui est un des grands témoins des châteaux en France par sa collection de relevés qui vient compléter, si je puis dire, un peu plus d'un siècle après ce que nous propose Jacques-André du Cerceau. Et donc cette vue générale nous témoigne que ce que nous voyons correspond bien à l'état ancien. Mais il est clair que les abords ont déjà un peu changé. Si la basse-cour est ancienne, l'allée plantée qui y mène est sans doute un ajout de la fin du XVIe. Les jardins qui sont dessinés autour, les vergers, ici, ce jardin potager peut-être ou de fleurs, sont naturellement des apports ultérieurs du XVIe siècle. Et c'est l'un des principaux problèmes de l'histoire des châteaux, c'est que sur les jardins, nous avons toujours, et l'environnement du château, nous avons toujours des documents anachroniques autour d'un château du XVe siècle, comme ici, une image d'un jardin du XVIIe. Autour d'un jardin du XVIe, du début du XVIe siècle, les jardins de la fin du XVIe siècle que dessine du Cerceau. Toujours des décalages. Deuxième étape, le verger. Pour le maréchal de Gier, là, un grand militaire, le château beaucoup plus impressionnant par son avant-cour axé sur la cour seigneuriale, avec ses grands logis, dont je ne vais pas commenter le détail. Vous voyez bien la poterne fortifiée, qui cependant déjà, vous le voyez, s'entoure d'un chemin de ronde bas, mais nous sommes sur l'avant-cour, non pas dans la cour du château. C'est l'avant-cour. Le château lui-même est protégé par une deuxième douve qui passe ici, et cantonné de ces tours, ces grands pavillons d'escalier aux angles, mais sur le côté, face au logis, vous voyez que vous avez une terrasse qui permet d'avoir vue sur la campagne. Le château s'ouvre ici de façon beaucoup plus nette, en dépit de l'aspect monumental et très guerrier, si je puis dire, de ce château pour ce maréchal de France. Le château s'ouvre discrètement sur l'extérieur. Celui-ci, le château de Bury, s'ouvre
naturellement beaucoup plus, comme vous le voyez sur l'extérieur. C'est un château, donc, là encore, d'un financier proche de Louis XII, qui a fait si je puis dire, sa fortune. Et vous reconnaissez, fermant la cour, le motif du mur crénelé entourant la poterne du château du Verger, mais ce mur crénelé, derrière lequel court une terrasse, ferme, ou plutôt ne ferme que discrètement, la cour du château. Au fond, le corps de logis principal, qui ici n'est pas plus élevé que les ailes. Tout est égalisé. Par contre, s'élève plus haut que le corps de bâtiment et que les ailes, un pavillon. C'est le pavillon de l'escalier, qui n'est plus hors d'œuvre sur la cour, qui est rentré dans le corps de bâtiment dans sa partie basse, mais qui en émerge dans la partie haute, et qui forme, si je puis dire, une sorte de donjon moderne, donjon de plaisance d'ailleurs, puisque là, au-dessus de ces escaliers, on trouve le plus souvent une chambre haute, qui est une chambre de guet, mais aussi tout simplement une chambre pour admirer le paysage ou pour suivre une chasse, avec une grande fenêtre, donc qui est une pièce d'habitation, au-dessus de l'escalier. En retour, 2 galeries fermées au rez-de-chaussée et à l'étage, plutôt je crois fermées à l'étage, peut-être ouvertes au rez-de-chaussée, qui conduit à la chapelle qui est dissimulée dans cette tour. De l'autre côté, différents logements. On conserve la typologie du château du Plessis-Bourré, mais vous comprenez bien qu'ici, tout se régularise. Le Plessis-Bourré a un plan un peu irrégulier, légèrement trapézoïdal. Ici, un magnifique rectangle qui n'est pas une irrégularité. On traite en rectangle les cours pour qu'elles puissent paraître carrées quand on entre dans la cour, par le jeu de la perspective. Sur le côté, la ferme du château, et derrière, un grand jardin. Pardon, excusez-moi, j'ai placé à tort la chapelle ici. La grande chapelle du château se trouve au fond du jardin, en porte-à-faux, en hors-d'œuvre, puisque en contrebas, on a ici une pente, comme le montre cette vue, une pente assez forte vers la petite rivière qui coule en contrebas. Vous voyez Et on voit à quel point ici, le corps de logis ouvre déjà sur son jardin de façon très importante, jardin dédoublé, entouré de ces tonnelles que nous avions vus tout à l'heure autour de la plateforme d'un château refortifié à l'époque des guerres de religion. Donc voilà le plan du château avec son escalier droit auquel on monte de la cour et vers lequel on descend vers le jardin. La galerie ici, qui n'est pas liée très directement à l'appartement principal, il faut passer par le petit escalier ici, et c'est un des problèmes que les constructeurs ont à résoudre, créer des distributions fluides à travers les pièces, mais je n'entrerai pas dans ce discours, puisque nous pourrons y revenir un peu la semaine prochaine, dans la mesure où château et hôtel urbain présentent une évolution parallèle des distributions pour l'essentiel. C'est le parti, naturellement, qui change. Les fossés, vous le voyez, ne peuvent pas courir tout autour du château, mais là, c'est le site qui commande ce fait. Nous sommes au rebord d'un plateau, et c'est déjà, si je puis dire, assez miraculeux qu'on ait pu remplir d'eau la partie antérieure du château, qui n'est pas protégée sur le côté, sur les côtés, et seulement sur l'avant par l'escarpement. Voilà une vue gravée de ce même château, donc dessinée, ensuite gravée, et les gravures de Ducerceau contribuent naturellement à répandre, si je puis dire, les images de ces châteaux qu'il a sélectionnés si je puis dire, dans le cabinet de tous les architectes qui ont à bâtir des châteaux, mais aussi des commanditaires qui se proposent de bâtir. Nous étions en 1512, 20 ans après,
on voit déjà apparaître un château dans lequel les douves se réduisent encore plus. Cela ressemble presque plus à des abreuvoirs qu'à des douves. Le château est presque une maison plate, sans fossé. Ces douves ne sont conservées que de façon très symbolique devant l'entrée du seul logis seigneurial. Et ici, les tours sont remplacées maintenant par des pavillons rectangulaires, relativement bas. Le corps de logis donc, est cantonné de 2 pavillons et, vous le voyez, part en retour une aile d'un côté qui masque une basse-cour, mais de l'autre côté, un simple mur qui montre que dans ces constructions plus modestes, le château de Ville-Savin est pourtant bâti pour un personnage relativement important proche de François Ier, qui réside à proximité de Chambord, eh bien, le château, vous le voyez, n'est plus refermé complètement sur lui-même, il n'a plus qu'une aile, et les tours ont fait place à des pavillons, comme le montre ce détail. Cela vaut aussi pour des châteaux plus importants, comme le château d'Écouen, dans lequel, vous le voyez, la plateforme du château n'est plus tout à fait une plateforme. Là encore, c'est un château de rebord de coteaux. La pente descend, l'image du cerceau est très trompeuse du point de vue de la géographie, du point de vue du relief, et l'un des apports les plus importants dans la perception du château a été opéré par les travaux de Françoise Bouton sur le château dans son site, lorsqu'elle s'est attachée à replacer les châteaux dessinés par Ducerceau sur les courbes de niveau, et donc de rendre au château le relief que Ducerceau efface dans ses images, le plus souvent, ou ne rend que de façon extrêmement symbolique. Et pourtant, il est clair que le château ne prend sens que par rapport au paysage circonvoisin, pour employer un terme que l'on trouve dans des légendes de Claude Châtillon, de la topographie française de Claude Châtillon, qui précisément, plus encore que Ducerceau, qui déjà replace le château dans ses abords, replace le château, si je puis dire, dans son paysage. Ce qui permet de comprendre, si je puis dire, aussi l'un des ressorts de l'ouverture du château sur ce tableau qui s'ouvre, qui s'encadre dans les fenêtres des logis. Et donc, le quadrilatère d'Écouen, je n'entre pas dans le détail de l'histoire de ce château qui avance progressivement pour se terminer par la construction des 2 grandes entrées triomphales des 2 corps de logis, qui sont ici et là, et qui sont de façon un peu atypique, si je puis dire, non pas au fond de la cour, mais précisément sur le côté de la cour, parce que l'un, celui-ci, veut regarder la plaine de France qui s'étend en contrebas par-dessus la terrasse que l'on a aménagée, et on a placé justement en contrebas de cette terrasse le jeu de paume pour qu'il ne vienne pas cacher naturellement la vue depuis les fenêtres des grands appartements qui s'installent dans cette aile. Donc ici, les tours sont remplacées par de gros pavillons. Les 2 corps de logis sont reliés par 2 corps de galerie, non plus par un corps de galerie, mais par 2, puisqu'il y a ce pivotement. Et naturellement, l'histoire du château, lorsqu'on le fait en détail, est obligée de tenir compte de ces singularités. Je suis un fil principal, mais voyez que même en suivant ce fil principal, on est confronté tout naturellement à des singularités, à d'autres typologies. Les châteaux, il n'y a pas une image archétypale, si je puis dire, pour un dictionnaire ou pour une image d'Épinal, mais il y a plusieurs formes de château. Ce qui compte, c'est les composants du château. Le logis seigneurial, les pavillons dans lesquels sont les chambres souvent et les appartements, la poterne d'entrée qui devient un pavillon d'entrée, les tours qui deviennent des pavillons secondaires dans lesquels on place souvent une chapelle,
etc., etc. Donc c'est les appartenances, ce qui constitue le château, qui se dispose autour de la plateforme et qui va s'ouvrir de plus en plus vers l'extérieur. Et ici, l'ouverture, elle n'est pas plus importante qu'à Bury. Les choses n'avancent pas, si je puis dire, de façon, si je puis dire, mécanique. Un pas, puis un pas, puis un pas. Il est clair que c'est, si je puis dire, 1, 2, 3 soleils et retour, et on repart en avant. On fait des expériences et en fonction de la situation, du site de chaque château singulier, on adopte une solution ou une autre, même si, naturellement, la ligne générale est claire pour tous. Et ici, la ligne générale, c'est d'avoir une belle terrasse dominant le jeu de paume, d'avoir un potager en contrebas et de limiter finalement les fossés parce qu'ils sont inutiles de ce côté-ci et qu'ici, on préfère un potager à une symétrie de l'entrée de ce château, comme le montre ce plan. Donc on retrouve la galerie, le portique ouvert sous la galerie couverte de l'étage, dans le corps d'entrée, les deux corps principaux avec leurs grands escaliers, la grande salle, les appartements, et au-dessus de ces petits appartements, de ces chambres juxtaposées, la grande galerie de Psyché qui relie la chambre du roi à cette autre chambre avec son dégagement. Ce sont ici les fenêtres et le grand luxe du château qui indiquent que l'on est effectivement dans un château un peu de plaisance. Mais je crois qu'il faut se rappeler que ce château, comme le château du maréchal de Giers, c'est Anne de Montmorency, connétable de France. Donc le registre Ville-Savin et le registre Écouen, c'est deux registres complètement différents, d'où l'ouverture différente sur l'extérieur. Et donc, il y a la ligne principale, et puis il y a des degrés différents sur la nature du château. Un petit château s'ouvrira plus facilement sur l'extérieur ou se fermera plus facilement par un simple mur que naturellement un château qui fait le poids, si je puis dire, qui doit faire le poids par le luxe de son architecture avec Chantilly. Mais de Chantilly à Écouen, on voit le chemin parcouru en 10 ans par la famille de Montmorency. La chose est aussi évidente à Annay, que j'ai placé ici, bien qu'il s'agisse d'un château quasi royal. Diane de Poitiers y reçoit Henri II, il y a son appartement, mais vous voyez que là, le mélange de la fortification et de la plaisance est poussé à son comble. En introduction, j'avais évoqué la petite poterne de la basse-cour, mais la chose est encore plus éclatante ici, avec cette façade sur le village, bastionné, mais qui s'ouvre par une poterne triomphale, couronnée de terrasses et encadrée de jardins surélevés. Donc là, on peut bien parler d'une maison de plaisance, même si elle affiche des signes de forteresse, mais qui ne sont plus effectivement que des signes pour rire ou pour faire sens. Rire à la cuisine pour faire sens, je pense, du côté de la façade principale. Alors, si on regarde maintenant un point particulier, la manière de fermer la cour. Nous avons vu des cours qui étaient fermées par un simple mur doublé d'une galerie portant terrasse. Mais on va vouloir aller plus loin. Et par exemple ici, au château de Pont-sur-Seine, dont il ne reste plus que le dessin général du jardin et une partie d'une basse-cour, vous voyez que le mur qui ferme la cour, vous voyez le plan ici, s'ouvre par de grandes arcades qui portent un petit passage assez étroit qui permet de relier les deux ailes, un petit peu comme au Palais Royal, c'est-à-dire que ce qui ferme la cour, ce qui sépare au Palais Royal
d'Anne d'Autriche, refait par Jacques Lemercier, la cour, la seconde cour du Palais Royal, du jardin, est transposée dans le château pour fermer la cour seigneuriale. Et on peut imaginer que ces arcades devaient être fermées, là le dessin ne montre que les maçonneries, devaient être fermées par des grilles de fer forgé. Mais le modèle est moins le Palais Royal que le Versailles de Louis XIII, dont je montre une bien mauvaise image, mais je voulais agrandir le détail pour que l'on voit bien dans ce château, donc rebâti en 1634, une dizaine d'années, enfin 4 ans plutôt avant que l'on commence le dessin, l'entreprise de Pont-sur-Seine, on retrouve les mêmes arcades portant le même passage. Et donc, il est clair que le château royal a servi ici de modèle au château de Pont, et c'est en même temps un château qui est celui qui s'inscrit le mieux. C'est un petit château qui s'inscrit dans cette famille des châteaux seigneuriaux. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a pu y avoir ce transfert peut-être plus efficace que celui du Palais Royal au château de Pont. La dernière étape, c'est lorsqu'on remplace le mur par une grille, comme on le voit dans cette image, qui est empruntée à cette série de dessins levés pour Roger de Guénière, cette topographie française magnifique conservée à la Bibliothèque nationale, en couleur, que l'on reproduit malheureusement trop souvent en noir et blanc, parce que je ne sais pourquoi la BNF, si je puis dire un petit mot personnel, se réserve des droits un peu importants sur la reproduction des couleurs, alors que si l'on veut éduquer, si je puis dire, le public, il est important que l'on offre des images parlantes. Et il est clair qu'une image coloriée aujourd'hui est parlante, et que donc ces images patrimoniales constituées par Roger de Guénière, il est extrêmement important qu'elles puissent être diffusées et qu'elles puissent illustrer, si je puis dire, tous les livres d'histoire de l'architecture où l'on essaie de comprendre un peu l'histoire des châteaux. Et donc vous voyez qu'ici, ce château qui était à la fin au début du XVIIe siècle encore, un château complètement refermé sur lui-même, dont on ne sait pas grand-chose, et on ne sait pas grand-chose de ce château moderne. On sait que François Mansart y a travaillé, mais on ne sait pas ce qu'il y a fait. En tout cas, il est clair qu'on a un château moderne, fermé, formant un quadrilatère, mais qui s'isole au milieu d'une grande plateforme, partagée par de multiples jardins, bassins, et dont l'entrée dans la cour n'est plus fermée que par une grille. Voilà, si je puis dire, sur ce thème du corps d'entrée, le terme ultime, ou plutôt un des termes, car le dernier terme, c'est la destruction de la grille. On veut quelquefois en rebâtir, mais le dernier terme, c'est la destruction de la grille, qui empêche malgré tout, qui gêne un peu la vue, même si elle embellit et ennoblit le château. Et donc, dans l'évolution ultérieure du château, au XIXe siècle, les châtelains seront toujours partagés entre le désir de faire disparaître la grille ou de la rétablir. Mais regardons maintenant ce qui se passe, non plus du côté de l'entrée, mais sur les ailes. Eh bien, on voit les ailes, on en avait vu une disparaître à Ville-Savin, on voit ces ailes disparaître aussi dans des châteaux plus importants, comme celui de Blérancourt, qui est bâti pour une famille tout à fait considérable. Bernard Potier est un proche d'Henri IV. Il a fait partie enfin, des grands commis, si je puis dire, d'Henri IV. Et son épouse est passionnée d'architecture, Charlotte de Vieux-Pont. Elle s'adresse à Salomon de Brosse, l'architecte le plus important de l'époque. Et nous avons vu, et ce plan en témoigne, qu'il n'y avait pas de pavillon à l'arrière, comme le montrent ces gravures, qu'il faut les placer à l'avant, mais que, précisément, on peut rétablir le dessin primitif de ce château, dont ne subsiste plus grand-chose de beau que, les entrées, si je puis dire, une première entrée, l'entrée d'avant-cour et l'entrée de la plateforme, avec ce grand portail qui n'est plus relié déjà
mais peut-être est-ce un changement plus tardif, car beaucoup de murs cantonnant les portails, les portaux, je ne sais plus ce qu'il faut dire, sont quelquefois abaissés à la fin du XVIIe siècle. En tout cas, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une simple balustrade qui date peut-être du temps déjà malgré tout de Salomon de Brosse, et ces pavillons détachés. Derrière, vous voyez, vous n'avez rien, la plateforme nue. Donc le château, là, maintenant, commence à ressembler un peu à l'image ultime que je proposais au début, comme le montre cette image du XVIIIe siècle, qui montre encore le château dans son état d'origine, simplement un peu transformé, sans doute, dans tel ou tel détail secondaire. Mais peut-être que Blérancourt n'est pas le premier grand château à présenter des pavillons détachés. Nous ne savons quasiment rien sur le château de Bourron-Marlotte, par exemple, qui a appartenu à François de Salard, qui est un gendre de Côme-Clos, le constructeur du château de Fleury en Bière. Est-ce un château de la fin du XVIe siècle, comme Vitteville, ou comme Fleury, un petit peu postérieur à Fleury, ou du début du XVIIe siècle, comme Courance, qu'on a cru longtemps être aussi du milieu du XVIe siècle. Dans ces années, disons, entre 1570 et 1630, nous savons si peu de choses, et le château, si je puis dire, évolue de façon, si je puis dire, à la fois, enfin, plutôt, il y a tant de solutions variables proposées par Ducerceau dans ces modèles, et qui s'appuient aussi sur l'expérience de ces années-là, qu'on peut faire des erreurs de 50 ans. On a pu croire, le très grand historien d'art anglais, Anthony Blunn, qui a été un des bâtisseurs, avec Louis Hautecoeur, François Géblin et quelques autres, de l'histoire de l'architecture moderne française, dans les années 60, croyait que Vitteville était un château Louis XIII. On a appris, par les documents, Catherine Grodecki nous a appris que le château avait 50 ans de moins. Eh bien, ce château de Bourron-Marlotte, est-ce un château des années 1560-1570? Est-ce un château des années 1630? Je ne le sais pas. Mais je vous le montre parce que, précisément, pour vous montrer que l'histoire du château, nous avons les grandes lignes, mais chaque château pose des problèmes spécifiques. Il n'y a pas si longtemps, le château d'Azel-Rideau, que je ne vous ai pas montré, l'histoire du château a été complètement renouvelée par une étudiante de Tours qui a montré, Marie Latour, un beau nom pour étudier le château d'Azel-Rideau, a montré que Azel-Rideau était un château à cour fermée, avec une poterne, qui avait une aile qui fermait la cour sur le côté, que cette espèce de chenonceau au bord de l'eau que nous avons aujourd'hui est le produit du XIXe siècle. Donc, chaque château a besoin d'être recalé dans cette histoire, et je vous montre ici un exemple d'incertitude. Mais vous voyez bien, malgré tout, il illustre parfaitement, si je puis dire, même non daté, ce que je veux dire. Le corps de logis au fond de la plateforme, entouré de ces larges douves, 2 pavillons détachés, qui d'ailleurs, si je me souviens bien, ont des postes de tir. Et vous voyez que les jardiniers, sans doute est-ce du XIXe siècle, est-ce du XXe siècle, ont évoqué les ailes qui n'ont jamais existé par ces pelouses, mais qui marquent bien, en s'appuyant, si je puis dire, sur cette image archétypale qui se dissout, si je puis dire, sous vos yeux ce soir, en accéléré. Le château de Courance, magnifiquement étudié récemment par toute une équipe et qui est maintenant parfaitement connu dans toute son ambiguïté. Vous voyez ici le plan qui montre le château isolé sur sa plateforme, avec sa basse-cour, comme on retrouve exactement, ou de façon très proche, le plan de Bury, sur la même plateforme, la basse-cour, la cour seigneuriale,
le corps de logis principal au fond de la cour, mais le jardin est derrière sur une autre plateforme, n'est pas dans le prolongement direct parce que le site est différent, naturellement, mais aucune aile en retour, 2 pavillons détachés. Ce que vous avez ici, ce sont les communs et non pas les ailes du logis seigneurial. Les communs qui sont séparés par un simple mur de la cour seigneuriale, qui se referme aussi, je crois, de l'autre côté, primitivement, qui se refermait par un mur. Mais la fermeture triomphale, superbe de la cour est le produit d'un second temps. On a voulu refermer la cour, mais naturellement sous une forme qui n'a rien de forte. C'est l'image plutôt de la grandeur des anciens Romains que l'on veut évoquer ici, et non pas de la force, si je puis dire, des armées. Et dans un second temps également, on a créé ce petit pavillon ici avec son petit jardin sur le côté de la basse-cour. Cette construction est magnifiquement évoquée par un tableau où on voit la dame du château présentant le tableau de son château, visiblement objet de sa délectation et de tous ses soins, et le détail agrandi de ce tableau qui vous montre cette cour dégagée avec ses pavillons détachés reliés par un simple mur, magnifié par son entrée triomphale. D'autres châteaux éliminent carrément les pavillons, ou plutôt, dans un premier temps, les reportent hors de la plateforme. C'est le cas du château de Cagny, en Normandie. Alors là, si je puis dire, se trouve réalisé ce que Sylvestre avait dessiné pour Blérancourt et qui était inexact. Une plateforme qui, si je puis dire, rappelle par la saillie de sa plateforme et par son cordon la fonction de place forte de cette plateforme. Ce ne sont plus des tours, ce sont des pavillons, mais ici, on attendrait un pavillon avec son ressaut, peut-être une casemate, ou en tout cas un pavillon qui signale et qui rappelle successivement la tour, la casemate, le simple pavillon qui peut contenir une chapelle ou le logis du concierge du château, concierge au sens noble du château, hein, c'est une fonction, c'est la personne qui est l'intendant en quelque sorte du domaine lorsque le seigneur est absent. Voilà, dès qu'on élargit le cadre, on retrouve les pavillons, l'un contient la chapelle, l'autre contient les archives du château, le terrier du château. Et la plateforme est complètement dégagée. La basse-cour n'est presque plus une basse-cour, elle s'ouvre sur le paysage, comme le montre ce plan cadastral. C'est une basse-cour assez noble, en fait, avec des logements secondaires. La vraie basse-cour de ferme est sur le côté. On entre par cette allée plantée sur ce qui est plutôt une avant-cour qui précède la plateforme. Vous voyez bien les bastions au fond duquel se trouve le logis, chapelle, chartrier. Et heureusement, dans le château, nous avons un tableau qui nous montre que cette disposition est ancienne, que ce n'est pas parce que le pavillon a disparu que, effectivement, anciennement, on peut dater le tableau des années, c'est un peu difficile à dire dans l'état des recherches, mais enfin sans doute des années 1670, assez proche de la construction. On voit bien la saillie des angles antérieurs de la plateforme et les pavillons qui en sont sortis, la chapelle et on devine à peine ici le chartrier. Et vous voyez que déjà cette teinte vert bleuté nous indique que déjà la cour était gazonnée, était plantée d'herbes et constituait une sorte de, donc ce qu'on appelait les cours vertes. Les pavillons détachés, cependant, dans les constructions plus importantes, vont se rattacher au corps de logis principal
par des terrasses. Et l'exemple le plus illustre, si je puis dire, parce qu'il s'agit d'un château bâti par François Mansart en Normandie pour un intendant de Gaston d'Orléans en 1631, et que le château subsiste dans un état magnifique, et que l'on voit naturellement tous les éléments, la grande allée plantée qui descend du village vers l'entrée du château, qui est encore cantonnée de 2 tours qui rappellent le château ancien, primitif, mais ici l'avant-cour avec les écuries de part et d'autre qui laissent sur le côté et derrière des éléments de la basse-cour, vous voyez ici avec le colombier, et ensuite les douves qui entourent la plateforme du château et le jardin avec son parterre, certainement postérieur naturellement à ces années 1631. Mais ce que l'on voit bien, et ce qu'on va mieux voir peut-être dans les images qui suivent, donc ces tours anciennes, les logements secondaires, et voilà cette plateforme, précédée de 2 petites échauguettes, qui ne sont pas sans rappeler les casemates du château de Vitteville tout à l'heure, qui se métamorphosent en pavillons, placés aux angles d'une cour plus haute. Donc il y a, si je puis dire, une première avant-cour, une seconde avant-cour seigneuriale, puis la cour du logis seigneurial, mais qui est bordée de 2 terrasses, nous allons mieux les voir dans un instant, qui relient ces pavillons au château et qui relient notamment des cuisines qui se trouvent ici ou des caves qui se trouvent ici par un souterrain directement dans les sous-sols du château qui prennent jour sur les fossés, vous voyez, plantés d'herbes, et qui n'ont plus maintenant comme fonction principale que de donner du grand jour aux pièces de commun installées en sous-sol, en raie de fossés, comme nous l'avons déjà vu sur un point plus particulier précédemment. Cette idée tout à fait extraordinaire, en fait, trouve son point de départ dans une gravure de Ducerceau, je crois, de 1582, où Ducerceau, sans resituer ce bâtiment sur une plateforme, sans qu'on sache s'il s'agit de quelque chose qui est à bâtir dans un jardin, un bâtiment isolé, ou à bâtir sur une plateforme. Et Ducerceau est très ambigu de ce point de vue-là, et de ce point de vue-là, justement, illustre cette ambiguïté entre château fossoyé et maison plate, sur lequel je reviendrai dans une dernière partie. Mais ici, vous voyez que le logement seigneurial, avec sa salle, son appartement, chambre, garde-robe, l'escalier qui permet de monter à l'étage, se prolonge par des terrasses qui entourent une sorte de cour qui est reprise quasi littéralement ici dans le dessin de Mansart. Il n'y a pas de pavillon antérieur, mais on comprend bien que l'idée d'encadrer la cour seigneuriale par des terrasses qui viennent se substituer en quelque sorte aux ailes, qui forment donc un promenoir à découvert remplaçant la superposition traditionnelle du portique ouvert, de la galerie ouverte en rez-de-chaussée et de la galerie à couvert fermée par des fenêtres à l'étage. Et donc on voit 3 formes, 3 manières de relier le corps seigneurial au corps antérieur autour de la cour. Primitivement, la galerie. Ensuite, portique et galerie, sous l'influence sans doute du goût italien pour ces espaces découverts, quelquefois 2 galeries ouvertes superposées. Puis, ici, la promenade en plein air, sur ces terrasses, que l'on trouve d'ailleurs aussi quelquefois sur le côté de la plateforme du château. À Versailles, le premier Versailles était encadré de promenoirs, c'est-à-dire d'un terre-plein de terre battue où l'on pouvait faire les 100 pas autour du château en contemplant la campagne.
nouvelle étape, encore un petit pas, si je puis dire, de Balleroy à Maison. Et là, il est clair que le petit pas est très conscient. C'est le même architecte, François Mansart, et donc il a réfléchi sur le parti de Balleroy. Il a affaire à un client beaucoup plus important que Jean de Choisy, qui n'est pourtant pas n'importe qui, intendant de Gaston d'Orléans. Mais ici, c'est le président de Maison, qui est président du Parlement de Paris, Monsieur de Longueuil, et donc pour ce très grand personnage qui avait une maison de plaisance au bord de la Seine, un petit manoir, sans doute assez voisin de ces constructions modestes que nous allons voir tout à l'heure, mais qui veut rebâtir ce premier château en un château magnifique parce qu'il se trouve sur la route de Paris à Saint-Germain. Au bout de son allée, de sa grande allée, dans l'axe du château, il y a l'entrée dans la forêt de Saint-Germain. Et donc, magnifique château, je n'entre pas dans le détail de l'analyse, mais de notre point de vue, vous voyez, vous retrouvez la plateforme, là c'est l'avant-cour, avec les écuries sublimes qui ont disparu, de l'autre côté une terrasse plantée, un peu comme à Annay, de façon asymétrique, mais ce n'est plus devant le château, c'est sur le côté de l'avant-cour, et vous voyez les douves, toujours un petit passage, ce n'est plus un pont-levis, c'est simplement des planches que l'on peut faire sauter si nécessaire, mais quand on entre, quand on passe de l'avant-cour à la cour du château, le petit bruit de toc-toc-toc que fait le carrosse en passant les planches vous indique que vous êtes entré dans la cour du château. J'emprunte ce petit détail à Jean Guillaume, qui a étudié ce thème pendant de nombreuses années, et dont nous attendons toujours le livre qui devrait remplacer ceux qui, pour une raison ou pour une autre, trop anciens comme celui de François Géblin, comme sur les châteaux de la Renaissance, trop réduits comme celui de Jean-Pierre Bablon sur les châteaux également de la Renaissance, ou trop généraux, comme le panorama général qu'il a dirigé, que vous trouvez dans vos bibliographies. Mais cette histoire du château modernisé, si je puis dire, reste à écrire, et notamment, vous voyez, le passage de l'extérieur à l'intérieur du château, qui se manifestait d'abord par ses poternes, par ses tours, ensuite par ce mur cantonné de petites tourelles crénelées, puis par cet arc de triomphe ou ces arcs de triomphe, puis par cette grille, ne se manifeste plus que par un petit bruit. Tac, 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 quand on passe le fossé. Mais non moins significatif que ce bruit, la forme, le ressaut ici, qui rappelle non pas les tours, mais les pavillons qui les ont remplacés, et les pavillons qu'à Balleroy, François Mansart avait bâtis sur l'avant de cette cour. Il les élimine, on a des marches, on monte sur une grande terrasse, et les pavillons, on les trouve ici. Ils ont été en quelque sorte rabattus par l'architecte qui les a fait glisser contre le corps de logis principal, où ils offrent une magnifique terrasse pour admirer d'en haut les parterres qui entourent le jardin. Et voilà les pavillons. Et vous voyez, dans l'état actuel, le château a malheureusement, s'il n'a pas disparu comme il aurait dû, si je puis dire, si le jeu de l'argent simple avait joué vers 1905, il en a néanmoins perdu dans les dernières phases de lotissement sa plateforme. Il n'est plus fermé que par une grille qui fait assez sous-préfecture sur la ville, et manque précisément la plateforme complète qui entourait cette cour, dont on mesure, entourée de terrasses, dont on mesure la hauteur par la hauteur de la porte ici, qui est perchée de façon assez bizarre au-dessus du sol de la cour. Il faut imaginer donc une terrasse qui s'avance ici et qui permet de dominer les parterres, car le plaisir de se promener autour d'un château, c'est désormais effectivement de pouvoir contempler comme de la terrasse
de son hôtel, par exemple à l'hôtel de Sully autrefois, de pouvoir contempler les fleurs et les arrangements jardiniers, hortésiens, qui se déploient sous les fenêtres au premier étage ou de ce rez-de-chaussée surélevé lorsqu'on veut prendre l'air. Vous voyez l'importance, la volée de marche qu'il faut monter. Donc on est bien surélevé par rapport à la cour et on entre dans le vestibule. Et là, on peut passer dans les jardins par un pont aussi bien d'un côté que de l'autre. Et au-dessus, la terrasse sur laquelle ouvre le dernier cabinet du grand appartement de l'étage. Donc vous retrouvez la disposition, si je puis dire, des châteaux les plus anciens, du Plessis-Bourré. Mais tout est composé autrement et surtout ouvert systématiquement sur l'extérieur. Et de ce point de vue-là, le château de Vaux-le-Vicomte n'apporte rien du point de vue de l'ouverture sur l'extérieur. Il perd même cette idée, si je puis dire, de terrasse, de pavillon devenant support de terrasse, qui est l'idée, si je puis dire, géniale de François Mansart, mais il introduit néanmoins, si je puis dire, une petite substitution amusante, car s'il reprend à Mansart les terrasses surélevées dans le prolongement du corps principal, comme vous le voyez ici, il installe à la place des pavillons un bassin rond. Je ne sais pas s'il y a un souvenir métamorphosé de la tour primitive, mais en tout cas un bassin qui s'installe à l'extrémité de ces terrasses, qu'on peut le voir encore mieux peut-être dans cette vue. Et donc là, vous voyez, nous sommes tout près de Bourron-Marlotte, mais il n'y a plus de pavillon. Il y a un jardin qui est inscrit sur la plateforme par le veau, et qui était au contraire extérieur à la plateforme dans le dessin de François Mansart et qu'on contemplait de terrasses plus minérales. Un point reste malgré tout à commenter, ce qu'apporte aussi naturellement le veau, c'est le doublement du corps principal qui va permettre précisément de donner à ce qui se reportait souvent dans les ailes tout l'espace nécessaire pour avoir de grands appartements. Et ici, il en fallait d'autant plus que c'est un simple rez-de-chaussée. Le premier étage est privé. Tout doit se déployer au rez-de-chaussée. Donc le doublement du corps principal participe de cette amplification du corps de logis principal et qui va se retrouver ensuite miniaturisé dans des maisons de campagne plus modestes qui adopteront souvent, quelquefois le corps simple, mais plus souvent un corps double pour disposer de plein pied davantage de pièces ouvrant sur la cour et le jardin ou sur les jardins si ceux-ci entourent complètement la demeure. Et donc, le dernier pas est facile à comprendre. Il suffit de combler les fossés. Le roi a d'ailleurs donné l'exemple en comblant les fossés de Versailles. Il suffit de combler les fossés pour avoir le château de Plaisance moderne, qu'on peut illustrer par champs, naturellement, sa façade antérieure, sa façade postérieure, un corps compact, isolé dans le jardin, double en épaisseur, qui conserve, si je puis dire, de l'ancien dessin, la saillie du salon central, qui n'est pas sans rappeler la saillie de la tour d'escalier antérieure, le salon remplaçant l'escalier dans sa signification de foyer, si je puis dire, de la maison, et les petits avant-corps latéraux, qui sont les dernières traces, si je puis dire, de ces ailes écrasées complètement sur le corps principal. La maison de Goscinny, encore plus tardive, et présente le même caractère, plus modeste, dans un style tout nouveau, celui du style rocaille. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que, semble-t-il, d'après les recherches d'une de mes étudiantes, le château, ce qu'on appelle le château de Goscinny, a été bâti primitivement sur une terre qui n'était que partiellement noble, et peut-être pas très noble,
et qui est érigé en baronnie seulement au début du XIXe siècle, la Restauration. Et donc, l'aboutissement de cette évolution sémantique, château fort, château de plaisance, maison de plaisance, qu'on finit quand même par appeler château, je crois, s'accomplit peut-être sur cet exemple de Jossigny. Je ne sais pas l'histoire seigneuriale de l'exemple que j'avais emprunté à l'étude sur le canton, sur les châteaux de Touraine, du canton de Chinon, mais il n'est pas impossible que ce soit la même chose, puisque, comme vous le savez, les premières images le montraient, sur la commune d'Huines, il y a plusieurs seigneuries, plusieurs seigneurs. Un manoir du roi René et puis d'autres lieux seigneuriaux qui peuvent être déclassés ou reclassés selon les révisions de noblesse régulières qu'opère la monarchie française, puisqu'il y a quelques avantages. Et dans cette évolution, il faut inclure les modifications opérées sur des châteaux plus anciens. Aujourd'hui, Cheverny apparaît comme une sorte de grand château de plaisance isolé. C'est le produit des grands travaux de modernisation du XVIIIe siècle, qui ont très peu touché les intérieurs, sauf les boiseries, enfin, qui ont laissé beaucoup d'éléments anciens. On n'a pas touché à l'escalier, on n'a pas touché à la grande salle, donc quelques éléments anciens ont été conservés, mais on a détruit les murs et les logis secondaires qui fermaient complètement la cour. Le château n'était pas isolé comme aujourd'hui, il est aujourd'hui, comme est aujourd'hui le château de Saint-Loup-sur-Thouet, il était primitivement fermé, comme l'était le château de Saint-Loup-sur-Thouet. Donc, on peut croire à une sorte d'évolution, si je puis dire, du château, qui serait naturelle. Peu à peu, pas à pas, le château refermé sur lui-même s'ouvre un peu sur l'extérieur, puis davantage, puis encore davantage, pour aboutir à la maison de plaisance. Je crois que on ne peut être qu'ébloui, ce n'est pas ma démonstration, si je puis dire, enfin, je vous l'ai restitué, c'est la démonstration des historiens modernes du château. Et en même temps, cette démonstration laisse de côté beaucoup d'exemples. Si je puis dire, c'est une histoire idéale. C'est une histoire peut-être trop belle. Même si elle contient une part de vérité, il faut réintégrer tous les châteaux, si je puis dire, modernisés par partie, ceux pour lesquels on a détruit un corps de bâtiments entiers pour l'ouvrir sur le paysage. Chaumont-sur-Loire, on détruit le corps de bâtiment qui ouvre sur la Loire et on fait de Chaumont le plus beau balcon qui soit sur la Loire. Quand La Fontaine visite Chaumont, eh bien c'est de la cellule où est enfermé Nicolas Fouquet, où a été enfermé Nicolas Fouquet, qu'il voit le paysage. Au XVIIIe siècle, il suffit de se promener dans la cour, comme nous faisons aujourd'hui. Nous laissons aussi de côté beaucoup de châteaux, comme je voudrais vous le montrer très rapidement par quelques images. Nous laissons beaucoup de châteaux parce que, si je puis dire, quelquefois, il faut remonter dans le temps. Déjà, si je puis dire, Ducerceau montre un corps de bâtiment seigneurial relié simplement par des murs, entouré par des jardins, comme Courance. Le château de la Borinière nous montre déjà, beaucoup trop tôt, si je puis dire, par rapport à cette histoire idéale, un château qui était sans doute fermé par un mur d'un côté, mais qui s'ouvrait assez largement. De façon significative, on appelait le corps de logis principal, qui ressemble à une sorte de gros manoir, on l'appelait le donjon, parce que c'est un lieu seigneurial, mais il a la forme d'une maison bourgeoise. La Morinière, donc, dès 1548, ouvre déjà sur l'extérieur. Mais encore une fois, c'est un peu comme Ville-Savin. C'est que nous sommes dans un degré, dans un petit état. Inversement, dès que le statut du propriétaire du château, de celui qui veut bâtir, est considérable, on peut vouloir revenir au parti le plus ancien,
parce que c'est celui des grands châteaux. Et le duc de Boufflers, quand il se fait dessiner ce château par Julien d'Amansart, il pense naturellement au château de Richelieu, au château au plus grand château qui soit, au château de Pont-sur-Seine, à tous ces châteaux en quadrilatère. Il veut montrer qu'il est un grand seigneur. Même si d'autres pensent qu'il est mieux d'avoir un lieu plus plaisant. Mais il y a une autre limite, plutôt il y a une autre nuance à apporter à cette histoire linéaire, c'est que dès l'origine coexistent plan en quadrilatère et plan massé. Donc un plan massé, je veux dire, comment ouvrir un plan massé sur l'extérieur? C'est acquis, si je puis dire, d'avance. Hein. Et cela peut prendre des formes très différentes. Et la coexistence de ces deux parties, que j'illustrais par ces deux plans de François Mansart, peuvent être illustrés par un cahier d'un architecte jésuite, Charles Turmel, presque un siècle plus tard. Le château de type traditionnel, et vous voyez que dans les années 1640, on peut concevoir encore un château de ce type, avec un grand corps de logis principal, des ailes en retour, des pavillons antérieurs, un mur écran, même s'il ne s'agit plus d'une poterne, mais d'un pavillon à dôme, comme ce qui apparaît, la forme la plus belle du pavillon d'entrée, que le Luxembourg illustre parfaitement à Paris, puisque le Luxembourg est une sorte de château suburbain sans fossé. Mais le même Turmel dessine, peut-être inspiré par Jacques-André du Cerceau, dont les recueils de modèles ont une longue vie, une longue fortune dans l'architecture du XVIIe siècle, un château de plan massé qui n'est pas sans rappeler Vitteville, ce n'est pas Vitteville, c'est une variation. On a des douves, mais le château s'isole et présente tous les traits, sauf les douves, des dernières constructions que je vous ai montrées, et sauf aussi le style de l'architecture, de l'habit, briquet-pierre, classique, classique sévère, rocaille, néoclassique. Tout ceci sont des modes qui viennent sur un parti architectural qui reste plus stable qu'on ne croit, parce qu'on est impressionné, et c'est tout naturel, par la variation de la mode, du vêtement ornemental de ces architectures. Et donc, ces plans massés peuvent prendre la forme des donjons. Le château de Maulne, par exemple, qui est un donjon de chasse, comme Chambord, beaucoup plus compact, beaucoup plus réduit, et qui ouvre sur les forêts au milieu duquel il est installé dans un paysage absolument sublime. On domine toute la vallée du Tonnerrois jusqu'à 30-40 km sans doute. Eh bien, ce château de chasse peut viser les allées forestières et profite de la dénivelé léger, tout en étant, vous le voyez, c'est un château qui a été bâti au temps des guerres de religion, protégé par cette fortification dont on a pu retrouver quelques vestiges, qui donc a bien été mis en œuvre. Mais ici, nous sommes tout près de Mantes, dans une petite vallée perpendiculaire à la Seine, le magnifique château de Rozay, dont les jardins ont pris une toute autre allure, sublime aussi au XVIIIe, deuxième moitié du XVIIIe et au XIXe siècle. Le château vaut autant par ses jardins postérieurs que par son bâtiment seigneurial, mais ce bâtiment seigneurial, avec, vous le voyez primitivement, des casemates qui ont été ultérieurement arasées pour faire des balcons sur les jardins, et on voit là une toute petite retouche précisément à ce dessin primitif, ceci n'étant pas, à vrai dire, le dessin primitif, mais la planche du recueil de Ducerceau, dont l'architecte inconnu de ce château s'est sans doute inspiré pour dessiner ce château, car il est cette planche est de 1582, le château, vous voyez, est du début du XVIIe siècle, donc on a utilisé cette planche, mais le château présente exactement ces distributions. En dehors des modernisations, on a détruit l'escalier, qui est là, qui surgit là au centre, dans cette position de substitut du donjon, si je puis dire, de la tour de donjon. L'ensemble étant en même temps une sorte de donjon, puisque le terme est aussi appliqué souvent à ces édifices de plan massé. Mais ces édifices de plan massé peuvent s'étirer
Je vous en ai déjà montré un exemple sur l'album de dessin de Turmel, et je vous remontre Witteville, sur lequel je peux passer. Et donc, le plan Massé, si je puis dire, est une autre source de la maison de Plaisance. Le plan Massé s'étirant en longueur. Et cette maison de Plaisance est préfigurée de façon encore plus exacte par des maisons non fossoyées, des maisons plates, dont il existe toutes sortes de témoignages et que l'histoire du château a longtemps négligé, alors qu'elle participe pleinement de cette histoire du château. Ce sont souvent effectivement des maisons bâties sur des petites seigneuries, quelquefois sur des sieuries, c'est-à-dire des gens qui ont simplement la basse justice, mais ce sont des seigneurs. Et quelquefois des bâtiments relativement importants, comme cette image, vous voyez, légendée « 7 au champ, une maison plate ». Le terme de maison plate donc figure dans ce cours de perspective publié par Jean Pellerin-Viator au début du XVIe siècle. Mais on peut en donner des exemples illustres. Le château de Beauregard, que Ducerceau n'appelle pas d'ailleurs château, mais maison de Beauregard, qui est une métairie érigée en seigneurie, et vous retrouvez les superbes dessins de Ducerceau du British Museum, et ici la gravure correspondante qui vous montre cette maison plate, sans fossé, sans doute fermée de quelques murs, précédée de quelques murs, mais qui ouvre malgré tout très largement sur ces jardins multiples, sur lesquels je voudrais revenir, sur les jardins multiples, et vous voyez notamment celui-ci, entouré de ces tonnelles qui se déploient ainsi au large sous les fenêtres du corps neuf, le dernier bâti par Jean Duthiers. Il y a un logis fin 15e ici. Je n'entre pas dans l'histoire de château, mais ça fait partie, encore une fois, je crois qu'il faut bien se pénétrer de cette histoire que tous ces châteaux sont, se développent dans le temps, avec, si je puis dire, la fortune de leurs propriétaires, fortune bonne ou mauvaise. Naturellement, l'Italie, la découverte des villas italiennes contribue à modifier ces maisons plates, les régulariser, et Delorme nous propose une sorte de château-villa en dessinant pour le cardinal du Bellay cet édifice qui n'a jamais été complété. La seule chose bâtie, selon le dessin primitif, est ce qui est au fond, mais peu importe. Mais par exemple, Thoiry est bien légendé entrée du château, alors que vous le voyez, vous n'avez pas de fossé. Vous avez une maison isolée au fond d'une cour, légendée Le Préau, cantonnée de 2 pavillons détachés, fermés par un mur, précédé par un petit escalier, devant lequel se trouve une avant-cour. La ferme est sur le côté, vous voyez les charrues qui sont abandonnées, je crois, ici au milieu de la cour, l'entrée de la basse-cour, et derrière, le jardin, le bois, le verger, un autre verger, nous avons là, et la chapelle. Nous avons là tous les composants du château de Plaisance, du petit château qui a déjà toutes les allures d'une maison de plaisance moderne, sans fossé, assez bas, mais château, nommé château parce que le domaine détient les droits seigneuriaux. Il y a bien, vous le voyez, une entrée monumentale qui rappelle, si je puis dire, qu'on est bien dans un domaine seigneurial, des murs assez modestes, mais surtout toutes les parties, avant-cour, cour, logis seigneurial, ferme du château, jardin de plusieurs sortes, verger, bois où l'on va chasser. Voilà ce qu'est un château, c'est un ensemble complexe qui peut prendre effectivement toutes sortes de formes. Ducerceau invente même par anticipation des logis de maisons, enfin des logis domestiques, des maisons plates ouvrant par des arcades sur l'extérieur, avant Versailles, un siècle
2 siècles avant Versailles, non, 1 siècle avant Versailles. Ducerceau propose aussi, justement, ces logis compacts, qui sont aussi, donc, autant que les logis de plan massé sur plateforme, qui sont aussi la préfiguration des maisons de plaisance, autant que cette dégénérescence, si je puis dire, plutôt cette métamorphose du château fort en château de plaisance, que nous avons suivi dans un premier temps. Châtillon enregistre parfaitement la coexistence dans sa topographie française des châteaux fossoyés, refermés autour de leur cour, même s'ils ont beaucoup de fenêtres ouvrant sur le paysage circonvoisin et sur les jardins, et les maisons plates, comme celle-ci, qui peuvent être, vous le voyez, assez monumentales. Autre exemple de Châtillon, ces maisons plates, toutes simples, peuvent se monumentaliser, comme la maison de Berny, qui est désignée comme nouvellement bâtie dans les années 1610, au moment où Châtillon la dessine. Vous voyez ici, c'est la vallée de la Bièvre, la route d'Orléans, c'est la hauteur de la croix de Berny qui garde la trace de ce château, pratiquement complètement disparu. Il ne reste plus que quelques vestiges d'un des pavillons là, après sa métamorphose dont je vais vous parler dans un instant. Donc la route d'Orléans, une route perpendiculaire conduit à l'entrée de la basse-cour, et devant le jardin là, ou plutôt entre deux jardins, cette maison plate, maison de plaisance nouvellement bâtie, qui est complètement restructurée par François Mansart, par Clément Métézeau, puis par François Mansart. On monumentalise la cour qui ouvre sur un canal qui vient s'ouvrir devant ses façades. Mansart établit un grand pavillon central pour créer une composition pyramidante, et de l'autre côté, vous le voyez, le château ouvre sur un jardin. On a là, donc nous sommes dans les années 1620, le château n'a pas de fossé, il s'ouvre sur l'extérieur, et donc il est autant, si je puis dire, le point de départ de l'invention de ces maisons de plaisance du XVIIIe siècle que le château fossoyé qui s'est réduit. Donc converge, si je puis dire, vers ce terme de l'histoire du logis seigneurial qui devient belle maison de plaisance, converge à partir de ces deux lignes directrices. Et vous le voyez, on peut faire succéder un peu, comme je l'ai fait tout à l'heure, quelques images pour montrer cela. Le modèle de Ducerceau, la manière dont il peut être mis en œuvre dans des châteaux des abords de Paris, deux gros pavillons devant un jardin et un grand parc, et se doubler en épaisseur pour devenir plus compact, comme le château de Guiry en Vexin des années 1660, jusqu'à prendre plus d'ampleur encore, par exemple, en alternative, comme à Champs-sur-Marne, pour revenir à l'exemple dont j'étais parti tout à l'heure. Et donc, désormais, la maison de campagne est devenue à son tour un objet d'étude pour les architectes, et on voit se multiplier dans les années 1740, et ce n'est pas un hasard. 1737, le recueil de Jacques-François Blondel des maisons de campagne, 1743, celui de Brizeux, que j'illustre ici pour conclure. Vous voyez, si je puis dire, cette variation doublée en épaisseur qui n'est pas sans rappeler effectivement un peu Vaux-le-Vicomte, mais aussi un peu le Ducerceau doublé de tout à l'heure. Je crois que nous avons là une histoire qui se réunifie par cette conjonction de ces deux familles, de le château fort qui s'ouvre, la maison plate qui se développe, mais qui se conjuguent parce qu'ils partagent en commun un même goût, qui est celui des lieux de plaisir, le jeu de paume pour les châteaux du XIVe, du XVe, du XVIe siècle et encore du XVIIe siècle, les galeries,
pour le XIVe, le XVe, le XVIe, le XVIIe siècle. Les terrasses, le XVIIe siècle, mais déjà un peu le XVIe, mais à d'autres endroits que ceux que nous avons vus au XVIIe. Mais surtout les jardins, que l'on se plaît à voir, comme ici, c'est un détail du château de Madrid, des fenêtres de son château, mais aussi des terrasses de son château, mais aussi tout simplement d'avoir 2 plain-pieds avec son salon. Je vous remercie.